Bonjour, c'est Lucille Bélan. Tous les 15 jours dans C'est compliqué le podcast, je réponds à vos questions sur les relations humaines. Amour, amitié, sexe, bref tout ce qui vous touche, vous fait souffrir et vous préoccupe. Cette semaine, nous entendrons le témoignage de Margot, 19 ans, qui est restée 1 an en couple avec un homme violent et qui aujourd'hui, alors qu'elle a réussi à s'en détacher, peine à trouver du soutien chez ses proches et doute de sa propre capacité à construire une histoire équilibrée par la suite. Bonjour, je m'appelle Margot, j'ai 19 ans et j'habite près de La Rochelle. Je suis restée 1 an avec un garçon qui était violent et qui était en permanence dans la manipulation, l'interdiction, la culpabilité et le changement brutal d'humeur. Après de nombreux coups, il m'avait juré que ça n'arriverait plus, et étant une personne qui pense que tout le monde peut changer et que tout le monde a le droit à une seconde chance, j'ai pardonné. Or non, ce genre d'homme ne changera jamais. J'ai parlé de ces violences et de tout ce que j'ai subi seulement à la rupture, comme beaucoup d'autres personnes, car je savais que si j'en parlais avant, il ne pourrait plus être accueilli par mes proches. La plupart m'ont dit « tu abuses, il n'aurait jamais pu te faire ça », et forcément, c'est toujours plus facile de faire comme s'il ne s'était rien passé que d'ouvrir les yeux, surtout sur ce genre de sujet. Je veux pousser les femmes et les hommes à parler dès le premier coup, dès le premier signe d'alerte. Aujourd'hui, je me suis jamais sentie aussi bien et aussi heureuse, car j'ai enfin découvert ce qu'était la bienveillance. Maintenant, comment prévenir cette blessure plutôt que de devoir subir la guérison? Comment ne plus faire passer l'amour pour l'autre avant l'amour envers soi-même? Et comment ne plus supporter l'insupportable? Merci. Chère Margot, c'est l'après qui est le plus dur. On a l'impression que c'est le premier pas dehors, que c'est le moment où la décision est prise. Mais non. Je crois que le plus dur, c'est les nuits seules. C'est les moments où on se demande en boucle si on a eu raison, ceux où on se demande comment on va s'en sortir, ceux où on entend encore la voix de l'autre dans sa tête, une voix qui dit que l'on ne vaut rien et qu'on ne mérite pas mieux. Comment se battre contre ces doutes, ces violences persistantes, ces fantômes? Comment faire comprendre aux autres, aux proches et à la famille, que la souffrance est encore là, et même qu'avant, elle était bien réelle? C'est aussi pour ça que la suite est aussi dure. Dans le foyer, on a en face de soi un conjoint maltraitant qu'on connaît par cœur. C'est un face-à-face. Et le monstre a un visage, des habitudes, souvent les mêmes colères ou les mêmes coups. Après, on se retrouve face à un monde dont on a oublié les contours. Des proches qui ne soutiennent pas, des institutions qui n'aident pas ou pas assez, des doutes impalpables, un horizon sombre. Presque, le quotidien avec le conjoint maltraitant, ça avait l'air plus simple. C'est là que certaines replongent. Au moins, avec lui, je connais mon enfer. C'est la tempête donc, et une tempête qui dure, jusqu'à ce qu'à un moment inattendu, un peu comme pour toutes les tempêtes, le soleil se lève. Après, on peut comprendre. Après, la reconstruction est plus simple. On entend les phrases comme cette citation du roman Rose Madder de Stephen King. Ce ne sont pas les coups que nous avons pris qui comptent, mais ceux auxquels nous avons survécu. Fin de la citation. Je crois qu'on ne se reconstruit pas seul, mais je ne suis pas sûre que les proches soient nos meilleurs alliés. Parce qu'ils ont leur propre histoire, leurs propres doutes, leur colère et leur frustration de ne pas avoir été mis au courant, de ne pas avoir eu des preuves de confiance. Ils pensent souvent à eux, c'est un réflexe, avant de penser à la force qu'il a fallu à une femme survivante. On ne peut pas compter sur ces soutiens qui ne sont jamais assurés. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez jamais être soutenu, ou avoir la surprise d'un soutien inespéré. Mais vous ne pouvez pas l'attendre ni compter dessus. Je crois que c'est chez des psychologues et thérapeutes que vous trouverez l'attention dont vous avez besoin. Parce que c'est leur travail, et que leur ego et l'histoire que vous ne partagez pas ensemble ne rentreront pas en ligne de compte. Pour le reste, je crois en la résilience, et aussi au fait que vous devriez vous faire confiance. Vous avez été capable de vous sauver. Vous serez capable de voir les signes, s'il doit y en avoir. Vous avez aussi un instinct, et tous les hommes ne sont pas des hommes violents. L'équilibre se trouve dans le temps. La peur s'estompe, mais elle reste. C'est juste un signal. Le signal que vous restez alerte et que vous avez déjà vu le pire du monde. Peut-être que vous aurez besoin de temps pour vous trouver, pour que les plaies se referment, mais je ne doute pas que correctement accompagnée, vous pourrez aimer et être aimée. Parce que vous êtes vivante. Pour parler de reconstruction après les violences conjugales, j'ai rencontré la psychologue et thérapeute EMDR Katia Kermoal. Pourquoi faire croire à son histoire semble-t-il si difficile quand il est question de violence conjugale?
Déjà, les violences conjugales, c'est toujours quelque chose de tabou et de dérangeant. Parce que l'entourage va se dire, on n'a rien vu. Et la personne va se dire aussi, pourquoi n'a-t-elle pas parlé? Des fois, elle ne parle pas parce qu'elle est totalement envahie par la honte, la culpabilité, de dire, mais qu'est-ce que je fais avec un homme ou une femme violent ou violente, les gens comprendraient pas, je serais jugée. Je vais essayer de trouver une solution par moi-même. En face, l'entourage peut dire, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de violence physique, on ne la voit pas. Et la violence physique, elle rassure, façon de parler, puisque on peut voir et on peut contrôler. La violence psychologique, elle est très dérangeante, parce que là, l'entourage peut se sentir dans une situation d'impuissance majeure. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire avec ça. C'est pas palpable, c'est quelque chose d'excessivement personnel. Et la grande difficulté de quelqu'un qui est victime de violences conjugales, c'est que déjà, il faut qu'elle puisse mettre des mots sur ce qu'elle vit déjà. Et que ça s'appelle vraiment une violence conjugale, que la personne ne mérite pas ce qu'elle est en train de subir, qu'elle n'est pas aussi nulle qu'on la laisse croire, qu'elle n'a pas à être isolée de ses amis, de ses relations, comme c'est souvent le cas. Et de dire, c'est pas acceptable. Mais encore faut-il avoir le recul. Quand on a le nez sur le guidon, on peut pas. On est déjà envahi par un système de survie face à autant de violence. Et on se dit, pourquoi je suis pas capable de gérer cette situation? Est-ce que ce manque de confiance et de soutien de la part des proches peut ralentir le processus de reconstruction? Je pense que l'apport ou le soutien des proches est important, mais pas indispensable. Et on ne peut pas nécessairement résoudre une situation complexe et excessivement ambiguë avec essentiellement ses proches. C'est pour ça que faire appel à quelqu'un de neutre et un professionnel comme un psychologue est le meilleur intermédiaire pour résoudre une situation bien encombrante. C'est la même chose quand on demande à ses amis de l'aide, ou à sa famille, ou à son entourage, et que quelque part on les renvoie à une impuissance, et quelque part on leur en veut aussi de pas pouvoir nous aider. C'est pour ça que l'intermédiaire de professionnels comme des psychologues, voire dans certains cas des psychiatres, tout dépend de la situation, s'il y a besoin d'un accompagnement médicamenteux, me paraît totalement indispensable. Et surtout de casser le tabou que face à une difficulté de vie, on peut toujours trouver une solution soi-même. Des fois, c'est des moments difficiles, voire très douloureux dans sa vie, et il faut s'autoriser à se faire aider. Vous êtes spécialisé en EMDR. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est ? Le MDR, c'est une thérapie qui travaille essentiellement sur les traumatismes. Traumatisme au sens très large du terme. Un traumatisme, c'est quoi? C'est une situation où on s'est senti en danger, on n'a pas pu dépasser cette situation, on s'est senti seul. Donc le traumatisme a un sens très très large. C'est Francine Shapiro, une psychologue américaine, qui a développé, après la guerre du Vietnam, cette thérapie, qui est vraiment une thérapie au sens large du terme. Mais elle a l'avantage de ne pas être nécessairement verbale, comme les thérapies de type classique ou d'inspiration psychanalytique. Et elle s'appuie sur des mouvements oculaires. Tout simplement pourquoi? Ces mouvements oculaires droite-gauche vont stimuler le cerveau droit et le cerveau gauche. Et tout simplement, ces stimulations du cerveau vont vous reconnecter à la partie traumatique qui a été mal stockée dans le cerveau, si on peut parler ainsi, et qui n'a pas pu être dépassée, voire intégrée. Alors, ces stimulations bilatérales ne sont pas c'est pas des gadgets, c'est plus une sorte d'état un peu hypnotique, sans que ça soit bien sûr de l'hypnose, qui permet, autour d'une situation traumatique, de faire venir tout un ensemble de choses, de ressentis, d'images, etc., pour pouvoir, comme le cerveau, balayer, comme un radar, la situation pour pouvoir prendre de la distance par rapport aux choses et avoir une autre vision de soi. Et se dire que ce qui a été traumatique, on n'a pas pu gérer la situation, aujourd'hui, après un retraitement, on est capable de dépasser la situation parce qu'elle fait partie du passé. On range comme un souvenir dans le passé, sans sa charge toxique. Est-ce que vous conseillez cette méthode pour travailler à la reconstruction des victimes de violences conjugales ? Sans aucun doute. Pourquoi? Parce que même quand on a coupé les liens avec une relation violente, il y a toujours des choses qui reviennent à l'esprit, souvent un mélange de culpabilité, un mélange de honte, un mélange de colère, de tout un ensemble d'émotions de ce genre.
Et surtout, pourquoi la thérapie est importante? Parce qu'elle évitera surtout de retomber dans d'autres situations. Quand on a travaillé en EMDR notamment sur le retraitement de situations où on a accepté un moment de sa vie de la violence à son égard, le fait de reconstruire et de revoir les choses et de se reconstruire, c'est se connecter à ses ressources, à sa capacité de dire non, mais aussi avoir une autre perception de soi qui est « j'ai de l'estime et de l'amour pour moi et je ne mérite pas d'être violentée ». Donc un réel travail, quelle que soit la rupture, doit être accompagné, je trouve, de toute une reconstruction pour avoir une autre image de soi, pour pas retomber dans le panneau. Est-ce que cette méthode, bonne pour rendre moins forts les traumatismes et qui traite donc le passé, est aussi bonne pour préparer le futur? C'est toute la problématique de l'attachement, avant tout. Et l'attachement, c'est ce que nos parents nous donnent comme sécurité, qu'on installe intérieurement ou pas. Et moi, j'ai un document que j'adore, qui est disponible sur Internet, qui est gratuit, qui est le résumé de la théorie de l'attachement, c'est-à-dire l'attachement, un lien vital, et vous le trouvez sur le site yapaka.be, yapaka.be, et c'est une petite quarantaine de pages qui vous explique, je dirais, toute la théorie de l'attachement, et qui est à la base même de notre lien social et de notre lien intime en fonction de la sécurité qu'on a en soi, et qui, dès le départ, est installée ou pas par nos parents. Donc ça, pour moi, c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Le site EMDR France fait une présentation très succincte et très pédagogique de l'utilité de l'EMDR. Et là, le site est quand même très intéressant. Il faut considérer cette thérapie comme une vraie thérapie, et non pas uniquement post-traumatique au sens j'ai eu un accident ou j'ai été agressé, etc. Enfin, quel conseil de lecture, film, podcast ou série télé vous pourriez donner à quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet? Un ouvrage que j'aime beaucoup, qui est « Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es » de Marc Pistorio. Voilà, je trouve ça intéressant comme ouvrage. Et qui parle aussi, pas nécessairement des violences conjugales. Il y a le fameux psychiatre Roland Coutenceau, qui a énormément travaillé sur les violences générales, mais parfois ça peut être un peu ardu. Ah oui, et il y a aussi l'ouvrage d'Irigoyen. C'est encore un autre sujet, mais on est quand même dans ces sphères-là, harcèlement moral, violence perverse au quotidien. De toute façon, je vais vous dire, violence morale, violence physique, on est dans le même champ de problématiques. Donc le harcèlement moral de Marie-France Irigoyen. Pour aller plus loin, je vous conseille cette semaine de découvrir ou redécouvrir le roman Rose Madder de Stephen King, qui raconte le parcours de Rosie, qui combat ses démons bien après qu'elle ait réussi à refermer la porte sur son quotidien avec un conjoint violent. C'était C'est compliqué le podcast. Merci au merveilleux Benjamin Septem-Ours et Aurélie Rodriguez pour la réalisation et le montage. Si vous aussi vous voulez témoigner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cetcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cetcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.